Voilà. Bonjour, très chers compatriotes gabonais, une fois de plus. Je viens de sortir du tribunal de première instance de Libreville, où je suis allé assister au procès de Xavier Ndondon. Le procès de Xavier Ndondon, que pour rien au monde je pouvais rater. Il vous souviendra que j'avais averti Xavier Ndondon à partir de ce propos que s'il ne les retirait pas dans un délai de 48 heures, malheureusement pour lui, il se retrouverait en prison. Et j'avais même indiqué l'intervalle dans lequel il devait se retrouver en prison. Donc avant mercredi. Et effectivement, il s'est retrouvé en prison. Et aujourd'hui, nous avons assisté à son procès. Et au cours de son procès, les avocats de Xavier Ndondon ont posé des questions préjudicielles. Des questions préjudicielles sur la procédure judiciaire qui a été intentée à l'encontre de Xavier Ndondon. Et ils ont fait la démonstration que Xavier Ndondon a fait l'objet d'une procédure irrégulière, une procédure bancale et voire même expéditive. Et dans cette procédure-là, ce sont les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui se sont substitués en procureur de la République. Et c'est vraiment dommage. Et je l'ai toujours rappelé, je n'ai cessé de le dire, que les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale et judiciaire du procureur de la République. Et la procédure est claire. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations et ils sont chargés de rechercher les auteurs qui auraient commis des actes délictueux ou des actes criminels. Malheureusement, les forces de défense et de sécurité se caractérisent aujourd'hui avec un certain zèle. Ils arrivent d'ailleurs même à engager eux-mêmes les procédures. Moi, j'avais déjà été victime d'une procédure contre-productive de ces forces de défense et de sécurité qui m'avaient arrêté comme un moins que rien et je leur avais dit que leur procédure n'allait jamais prospérer. Et d'ailleurs, c'est la même direction générale de recherche qui a procédé à l'arrestation de Xavier Ndondon avec une procédure bancale. Et cette procédure-là n'a pas tenu compte d'un certain nombre de critères de respect des droits humains. Notre code de procédure est clair. Et d'ailleurs, même notre loi fondamentale consacre ce sacro principe saint, le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. La loi dispose jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public. Ce dernier est censé être considéré comme un innocent. Le principe de la présomption d'innocence n'a rien à voir avec celui de la présomption de culpabilité, la culpabilisation. Donc les forces de défense et de sécurité, et particulièrement la direction générale des recherches, qui a procédé à l'arrestation de Xavier Ndondon, n'a pas respecté un certain nombre de procédures. La procédure sur la détention préventive, qui est de 48 heures, la prolongation se fait par une autorisation expresse du procureur de la République. Et d'ailleurs, une fois un individu se retrouvant dans les unités de nos officiers de police judiciaire, eh bien, le procureur de la République doit être immédiatement informé. Or, cette procédure-là n'a pas été respectée et c'est pourquoi les avocats de Xavier Ndondon ont tenu à rappeler cela auprès du président du tribunal et le ministère public également. L'avocat de l'État, qui est le porteur de cette procédure, a tenté justement de se dédouaner jusqu'à ce qu'on arrive à amener l'affaire jusqu'au fond. Mais dans tous les cas, tout le monde le sait, ne serait-ce que les anonymes de droit, que la procédure avait été escamotée, une procédure bâclée. Et la réalité, c'est que dans un véritable état de droit, eh bien, cette procédure n'allait pas prospérer, on allait purement et simplement relaxer Xavier Ndondon. La ne tient niveau aller au fond. Et au fond, je le disais encore ce matin que l'accusation qui a été retenue par le procureur de la République n'allait pas prospérer. Parce que le trouble à l'ordre public, bof, avec tout ce que Xavier Ndondon a pu dire dans les réseaux sociaux, prendre rien que l'infraction de trouble à l'ordre public,
eh bien, cette infraction n'allait pas prospérer. Et là, j'ai dû me mettre à l'intérieur du tribunal pour pouvoir suivre avec brio ce procès qui est un procès à caractère pédagogique, à caractère didactique, à caractère de moralisateur justement de la vie publique, mais également de l'opinion. Et au cours des débats, j'ai été agréablement surpris par l'avocat de Xavier Ndondon, Maître Nkeya, ce brillant juriste avec des capacités cognitives inimaginables, un véritable professionnel et expert du droit. Indépendamment de lui, il y a eu un autre avocat, d'ailleurs le même, qui était l'avocat du directeur de cabinet du chef de l'État, ce jeune compatriote avec une forte mélanine comme la mienne, une forte coloration, une noirceur, mais qui ne cache pas son intelligence. Voilà. Xavier Ndondon a choisi des avocats vraiment avec une compétence certaine. Et ces derniers ont battu en brèche l'argumentaire du procureur de la République parce que cet argument était assis sur aucune base juridique, aucune base légale. Et Nkeya va apporter la preuve matérielle qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public parce que le représentant de l'ordre public n'est rien d'autre que le chef de l'État gabonais, son excellent Brice Koto Oligui Nguema. Donc Xavier Ndondon a auréolé à travers un rituel national auprès de la communauté nationale, la communauté internationale et même auprès des autres chefs d'État amis. Et Maître Keya a tenu à le rappeler qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public parce que pour qu'il y ait trouble à l'ordre public, il y a un certain respect de quelques règles que j'ai toujours rappelées, justement les éléments constitutifs d'une infraction. Et dans ces éléments légaux, vous avez l'élément matériel, c'est-à-dire la preuve avec les scellés, vous avez l'élément intentionnel et l'élément légal. Malheureusement, le procureur de la République n'a pas pu apporter la preuve de la constitution de cette infraction, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public. Et tout au long de la procédure, les avocats de Xavier Ndondon ont demandé la preuve matérielle pour que le procureur puisse asseoir son accusation. On nous a parlé d'une vidéo, on nous a parlé d'une clé USB, et la clé USB n'est jamais arrivée au tribunal. La vidéo n'a jamais été visionnée, et le fait ahurissant, c'est que vous arrivez au tribunal, il n'y a même pas les micros. C'est pas croyable quand même. Tribunal de première instance de Libreville, il n'y a pas les micros, il n'y a pas les micros. Et si vous êtes un avocat avec une faible voix, non pas comme une voix retentissante comme celle de David Barou, de Menkeya, eh bien, vous n'êtes même pas audible, on ne vous entend même pas. Comment un tribunal n'a même pas le micro, n'a même pas une sonorisation, il n'y a rien. Sans compter la crime, alors là, c'est carrément la catastrophe. Et c'est comme ça qu'on nous parle justement d'une certaine dextérité des agents publics, d'un certain confort. On recherche la performance. Même le tribunal n'a même pas de micro, de simples micros. Ils n'ont pas. Et ça me rappelle lorsque nous étions en faculté de droit en première année à l'université Omar Bongo Liba, où mon très cher professeur qui m'a fait aimer l'économie, Patrice Kouta, lui-même était obligé de payer ses propres micros et il se baladait avec sa propre sonorisation. Donc il n'y a rien qui a changé. Si même le tribunal n'a pas de micro, mais je ne pense pas que ce soit le ministère de la fonction publique qui est même un groupe électoral pour lutter contre un certain nombre de déshydratants, un certain nombre de désagréments, de dysfonctionnalités au niveau de notre administration publique. Mais qu'à cela ne tienne, c'est tout de même dommage et regrettable. Mais il fallait d'abord que je puisse le rappeler au chef d'État qu'au tribunal là-bas, ils n'ont pas de micro. Il n'y a pas de micro. Et puis la clim, alors là, c'est pas la peine. Hein? Ceux-là, ils travaillent dans des conditions les plus précaires, des conditions les plus lamentables. C'est dommage. Et tout au long, justement, du déroulé de ce procès, le procureur de la République a posé un certain nombre de questions à Xavier Ndondon et les réponses étaient toutes faites. Xavier Ndondon, c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent, hein, d'assez intelligent, astucieux, mais avec un cerveau quand même assez électronique. Et il a battu en brèche toutes les questions qui étaient posées par le procureur de la République. D'ailleurs, ce sont des questions qui relèvent des réponses, qui relèvent d'une certaine cosmogonie, parce que cela relève de l'ordre de la spiritualité. Donc, et on ne peut pas demander à une personne d'apporter la preuve matérielle, hein, de lui dire qu'il aurait dit qu'il y aurait un coup d'État en gestation. Et d'ailleurs, vous-même, vous le saviez. 6 mois avant le scrutin, je l'avais déjà dit, qu'Ali Bongo Liba ne serait pas président et qu'il y avait un coup d'État en gestation. Bon, après 6 mois, on a bien vu Brice Koto Oligui Nguema
récupérer le pouvoir, devenir chef d'État. Et même 3 mois avant l'élection, j'avais déjà dit qu'Ali Bongo Ondimba ne serait pas président. Donc, les visions, ou bien, comme lui le disait, des consultations, n'ont pas le caractère démonstratif. Ce sont des anticipations. Et le procureur s'est constitué vers cet exercice-là de vouloir apporter la preuve alors qu'il le savait très bien et qu'il n'aurait aucune preuve de ce certifié de ce que disait Xavier Ndondon. Et d'ailleurs, je l'avais dit, qu'il va être difficile pour Xavier Ndondon d'apporter la preuve de toutes ces allégations, de toutes ces accusations. Alors qu'il aurait pu prendre justement ce premier élément-là, justement de la plainte, comme une diffamation ou bien une dénonciation calomnieuse à l'égard justement des chefs d'État dont il accusait d'une tentative de déstabilisation de la nation gabonaise. À cela, il pouvait également faire asseoir son accusation sur les menaces de mort et les intimidations. Mais malheureusement, il allait très vite en besogne avec une procédure bancale. Et à la fin de son réquisitoire, eh bien, il a requalifié même le trouble à l'ordre public. Donc le trouble à l'ordre public dont il avait fait asseoir son argument du départ jusqu'à la fin, et c'est à la conclusion qu'il arrive à se rebuffer et pour ne plus maintenir le trouble à l'ordre public, mais de requalifier le trouble à l'ordre public en diffusion, en propagande de fausses nouvelles. Et il a requis un emprisonnement de 6 mois. Et dans cet emprisonnement de 6 mois, vous conviendrez aisément avec moi que les avocats de Xavier Ndondon ont purement et simplement demandé la relaxe parce que l'infraction n'était pas constituée, c'est-à-dire l'infraction, le trouble à l'ordre public. Cette infraction a été balayée d'un revers de main par des arguments authentiques, des arguments matériels, des arguments certifiés par des véritables experts en droit objectif. 3 sources, la loi, la coutume et la jurisprudence. Et c'est en cela que c'est intéressant d'avoir des avocats qui sont cultivés, des avocats qui ont des véritables papiers, une base solide en droit. Et ces gens-là ont tourné le procureur de la République en dérision. Et c'était ridicule parce que le procureur de la République est le symbole de la puissance publique. Celui le représentant, celui l'avocat de l'État. Et il n'a pas seulement un rôle punitif, mais il a également un rôle moralisateur, un rôle didactique, un rôle pédagogique. Or, on a transformé le procureur de la République comme un juge punitif, alors que le procureur est là pour juger la procédure. Si lui-même, le juge de la procédure, n'est pas capable de comprendre que sa procédure est assise sur des vices juridiques, mais où est-ce que nous nous retrouvons? Nous sommes dans quel Gabon? Nous sommes dans quel Gabon lorsque des officiers de police judiciaire peuvent se substituer en procureur de la République? Et ils mettent bien d'ailleurs dans leur PV d'audition qu'ils auraient, été commis à la tâche par leur supérieur hiérarchique. C'est vraiment dommage, c'est regrettable et c'était un spectacle assez triste, assez désagréable parce que le ministère public comme ça traînait pratiquement dans la boue par faute d'arguments. C'était vraiment un procès quand même assez mitigé. Mais dans tous les cas, le procureur a requis 6 mois d'emprisonnement et le président du tribunal a décidé de la délibération le 19 janvier. Et le 19 janvier va continuer à faire en sorte que Xavier Ndondon, avec son très cher aîné, puisse continuer à rester en prison. Et le fait dommageable, le fait marquant, qui m'a le plus meurtri dans mon amour propre, c'est le fait que Xavier Ndondon, qui était rentré en prison, avec sa barbe blanche, sa belle barbe blanche, avec sa moustache, elle se retrouve comme ça, avec un kovo, comme les enfants aiment dire, kovo libemba. Donc, on a fait un kovo libemba, on a taillé sa barbichette, on n'a même pas taillé sa barbichette, on l'a mis pratiquement ras, et le Nganga également, je ne l'ai pas reconnu, il était pratiquement comme un directeur de société, avec sa barbe qui était totalement rasée, et on ne pouvait plus reconnaître le Nganga. Donc ça faisait comme une espèce de confusion, parce que le Nganga, nous étions habitués de le voir à la télé avec justement sa barbe tressée, avec ce droglex ou comment vous appelez cela. Mais là, on a vu un Nganga totalement modernisé, avec un bel appareil, un bel appui, avec une belle forme, une belle morphologie, qui nous rappelait d'ailleurs ces fils de lentilles, ces fils de bourgeois, de plutocrates pseudo-émergents. Donc, et les questions qui ont été posées à Xavier Ndondon, il les a toutes répondues. Et il était clair, il n'a pas renié ses propos, et il a bien dit que ce dont on le reprochait, la réalité, c'est que tout le monde le dit.
à savoir qu'il y a un certain groupe ethno-régionaliste qui s'est accaparé des leviers financiers de notre système étatique et qu'il y a des véritables complotistes qui sont là, qui veulent la déstabilisation de notre pays, ceux-là qui font la promotion d'ailleurs de l'expansion des crimes rituels pour pouvoir entraîner le peuple vers une certaine révolte. Et ça, c'est un fait indéniable, c'est un fait que nous pouvons vérifier. Et il le disait également que pour le coup d'État, il parlait en réalité de coup d'État mystique, comme l'avait déjà dit Omar Bongo Deba à l'époque. Il disait qu'il aurait reçu justement un missile Kappa de la part du père Paul Babissolo. Et lorsqu'on demandait le père Paul Babissolo que mais, le missile Kappa que vous avez envoyé au Omar Bongo Deba là, en réalité c'était quoi? Et Babissolo de dire, vous savez, c'était une simple distraction parce que le missile Kappa n'existait pas. En fait, nous étions là dans une véritable bataille métaphysique. Donc, c'est la bataille de monde, mais il n'y avait rien de trop grave là-dedans. C'était tout simplement pour amuser la galerie. Et ça, c'était le propos du père Paul Babissolo. Quand bien même nous savons que le missile Kappa avait bel et bien été envoyé par le père Paul Babissolo parce que c'est quand même un maître des sciences occultes. C'était un prêtre anglican. Et d'ailleurs, il a abandonné sa soutane pour pouvoir mener une bataille pour la libération du peuple gabonais. Et malheureusement, il n'a pas pu justement arriver à Cana. Il a tout simplement guetté Cana comme à l'ornière de Moïse. Donc, il vaut mieux être Josué que d'être Moïse. Donc, le père Paul Babissolo aussi a terminé sa course, voilà, à la montagne de Cana, mais il n'y a pas mis prix. Donc, Xavier Ndondon, c'est que sûr, il va être libéré. Ici, le 19 janvier, il va être certainement condamné. Certainement pas à 6 mois d'emprisonnement, mais peut-être à 6 mois ou 5 mois ou 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ou bien 1 mois d'emprisonnement ferme, et comme il aurait fait les 1 mois, eh bien, il va être libéré. Mais je pense que ce procès doit servir également d'indicateur pour les leaders d'opinion que nous sommes, pour ne pas dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et sans cela que la jurisprudence de Xavier Ndondon doit pouvoir interpeller tout le monde, les leaders d'opinion que nous sommes, mais également les syndicalistes. Et ce matin, j'étais en train de m'adresser aux membres du syndicat de l'éducation nationale pour leur dire de ne pas pousser le bouchon trop loin. Le gouvernement a déjà procédé au paiement des vacations. Il serait souhaitable que le syndicat de l'éducation nationale puisse également faire un pas en avant, de suspendre cette grève-là, de temps, de laisser les enfants aller à l'école et de continuer à négocier avec le gouvernement pour la régularisation des situations administratives, parce que la régularisation des situations administratives n'incombe pas que le ministère de l'Éducation nationale. Il y a pratiquement l'ensemble de tous les ministères qui sont concernés par la question, y compris le ministère des Affaires étrangères. Et tout à l'heure, là, j'ai vu également certains membres du ministère de l'urbanisme, donc ceux de l'habitat, qui sont venus me voir ce matin pour m'inviter également à porter leur voix haute, parce que certains parmi eux sont membres d'une promotion de 2024, et malheureusement, nous sommes en 2026. La personne me disait qu'elle a son poste budgétaire, elle a son arrêté, je crois, de recrutement, et ces gens-là ne sont pas mis sur solde et n'ont même pas d'affectation. Bon, comment comprendre que quelqu'un a déjà son texte de recrutement, il a déjà, comment dire ça, il a déjà, comment dire ça, elle disait qu'elle a son texte de recrutement, voilà, elle a son comment dire, bon, il lui manque tout simplement la mise en solde, voilà, la mise en solde qu'il manque, et l'affectation. Elle ne peut pas avoir une prix de service dès lors qu'elle n'a même pas l'affectation. Mais malheureusement, elle a tout de même son document de recrutement et autres. Mais c'est la mise en solde qu'elle n'a pas depuis justement 2024. Donc elle est recrutée, elle n'est pas affectée, elle a un matricule solde, elle a tout et elle n'est pas payée. Elle n'a même pas un pré-salaire. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas qu'à l'éducation nationale où il y a autant d'incongruités. Moi, je suis membre de la 29e promotion. Les échoués de ma classe ont été reclassés. Et moi qui étais parmi les meilleurs, je ne suis pas reclassé. Et ces mêmes échoués-là ont réussi à obtenir leur appel sur solde. Certains sont même répartis à l'école. Ils ont pu faire le concours de l'ENA. D'autres
et soit allés dans les écoles et les établissements privés. Et moi, qui était le meilleur parmi eux, eh bien, je suis resté là à la maison. Et avec une autre procédure, donc, la procédure disciplinaire. Donc, on me conduit vers une procédure disciplinaire pour certainement appliquer les orientations du chef de l'État, qui leur a dit que les gens qui sont absents au travail, on va leur radier de la fonction publique, comme si la fonction publique c'était le privé, ou bien la fonction publique faisait le bénéfice. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la fonction publique ne fait pas le bénéfice et le service public est gratuit. Et la performance dans la fonction publique, ce n'est pas une performance individuelle. La performance, elle est collective. C'est une performance qui va du haut jusqu'en bas parce que c'est une technostructure. Donc il y a un bureau qui pense et il y a un atelier qui exécute. Donc nous sommes des simples exécutants. Et l'autre membre du ministère du Commerce de dire au chef de l'État que c'est bien beau de faire des visites inopinées, mais il faut également s'en convaincre de la réalité qui est vécue par les agents publics. Il vous a bien montré un petit bureau de 4 mètres carrés où vous avez 50 agents dans ce bureau-là avec 4 chaises. Et pendant la période justement de recensement des agents publics, j'avais été victime de la fougue d'un colonel qui était assez zélé, qui m'avait arraché ma présence au poste par l'aide des membres de notre ministère, prétextant que moi, David Bakoma, je n'allais pas au travail et qu'il me posait la question de savoir pourquoi est-ce que je n'étais pas régulier au travail. À moi de lui dire que je n'étais pas sous sa responsabilité. Voilà, il est colonel et la fonction publique ou bien le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas l'armée. Et je lui ai dit ouvertement que je ne recevais pas d'ordre de lui. Voilà, je reçois d'ordre de mes supérieurs hiérarchiques. S'il veut savoir pourquoi je suis absent, eh bien qu'il se rapproche de mes supérieurs hiérarchiques. Et il a mal pris cette insubordination et c'est ainsi qu'il avait tout fait pour que je ne puisse pas être enrôlé. Bon, on m'a mis sur bon de caisse pendant pratiquement 6 mois jusqu'à ce que je demande au secrétaire général, l'ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de me réaffecter dans une autre direction et on m'a envoyé à la direction Afrique et c'est là où je suis actuellement. Et malheureusement, la procédure avait déjà été engagée pour que je puisse justifier du fait que je ne me serais pas enrôlé alors que je me suis bel et bien enrôlé, mais 6 mois après, c'est au service justement de la direction générale du budget. Et comme la procédure était lancée, paraît-il, mais on va nous présenter tout de même en conseil de discipline. Donc nous irons en conseil de discipline, nous attendons les dates qui vont être mises à notre disposition. Mais dans tous les cas, je voudrais dire aux membres des différents ministères que les agents publics ne peuvent pas être responsables de leur propre turpitude. Lorsque vous voulez la rentabilité au sein des ministères, au sein d'une direction, au sein d'un corps étatique, eh bien, il faut vous doter les moyens. Il faut mettre des agents dans des conditions optimales pour que vous puissiez obtenir cette rentabilité-là. Or, aujourd'hui, on a pu le constater, rien qu'au niveau du tribunal, si même un simple micro, on n'a pas au tribunal, un simple baf, on n'a pas au tribunal, bon, allez-y savoir. Au ministère des Affaires étrangères, je vous le dis, lorsqu'Alain Claude Bebinze était ministre d'État de notre ministère, eh bien les choses marchaient. On avait la prime de servitude diplomatique qui était payée régulièrement. On avait des bus qui roulaient journalièrement parce que lui-même s'était mis en ouvrage. Il mettait le budget, son budget, comment dire ça, du carburant à la disposition des agents et il mettait d'ailleurs 4 millions de francs CFA pour le fonctionnement du syndicat. Donc Alain Claude Bebinze n'avait pas peur des syndicalistes, il ne les traquait pas, il ne les mettait pas en prison, mais bien au contraire, il dialoguait avec ces syndicalistes et il arrivait même à étoffer le cahier des charges. Il disait même aux syndicalistes que nous étions que le cahier des charges n'était pas assez étoffé et qu'il fallait également mettre à l'intérieur de ce cadre la réduction de la carte diplomatique, mais également la question préjudicielle, celle sur les salaires, comment améliorer les salaires de plus bas niveau pour les remonter, pour que ces derniers également puissent avoir accès à un certain nombre de commodités. C'est encore Alain Claude Bebinze qui nous disait qu'il fallait également prendre en compte la question de la main-d'œuvre non permanente et parmi cette dernière, on pouvait transformer certains en permanents dès lors que parmi cette main-d'œuvre non permanente, il y avait les diplômés, il y avait ceux qui avaient l'âge également de passer le concours pour aller à l'EPRICIA, pour aller à l'ENA et autres. Voilà le genre de dirigeants qu'il faut aujourd'hui à l'ère de la 5e République. Des dirigeants qui ont le cœur à l'ouvrage, des dirigeants qui ont un certain humanisme
des dirigeants qui ont une certaine solidarité, qui ont une certaine générosité. Et non pas des membres d'un gouvernement arrogant, revanchard et vindicatif qui veulent à tout prix justement jeter la responsabilité de leur échec, la responsabilité de leur incapacité notoire de pouvoir relancer la croissance économique par des politiques budgétaires, par des politiques fiscales, par des politiques monétaires. Et ils veulent faire croire que ce sont les agents publics qui sont à l'origine de toute cette désarticulation et détérioration étatique, alors que je leur avais averti depuis le départ que c'est la question des papiers. Issa Ngoubi, les papiers, les papiers. Issa Ngoubi, les papiers. C'est ça la véritable problématique. Vous avez des gens qui ont des doctorats, mais en réalité, il n'y a rien. C'est des doctorats vides. Ils les ont obtenus de manière contrefaite dans les universités prestigieuses de Faubourg de Paris, d'Oxford, de Cambridge, de autres. Et je les ai mis à défi. Je les ai mis à défi. Mais il n'y a rien. Il n'y a personne qui a relevé le défi. Que ce soit le chargé de mission du président, que ce soit le conseil du président, que ce soit les membres du gouvernement. Aucun n'a accepté de débattre sur la question des enjeux du développement avec David. Je devais les démystifier. Je devais leur apporter la preuve matérielle et certifiée qu'ils ne sont pas plus intelligents que moi. Encore moins plus instruits que moi. Donc vous le voyez avec le faux doctorat. Oh, il est docteur en droit et n'importe quoi. Docteur en droit numérique, oui. Mais vous pensez que même si vous êtes un docteur en droit numérique, vous pouvez comme ça vous exercer sur un pressoir comme on vient de voir Maître Keya, avec une plaidoirie sans papier, sans document, avec des arguments tirés justement du droit comparé. Il n'y a rien, il n'y a pas de papiers. Et voilà, là on tourne un procureur, tout un procureur de la République, tourne en dérision. Un procureur de la République, le représentant de l'État, de toute la nation, l'État avec toute la plénitude de sa puissance étatique. Et un procureur humilié comme ça. Alors qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu l'autre procureur, le criminologue, Minan Okwala, vous avez bien vu la rhétorique de ce brillant homme de loi. Rien que par même sa manière de s'asseoir sur sa chaise. Et lorsqu'il prenait la parole, eh bien, il faisait trembler tout le monde. Et il sortait vraiment un langage sorti d'une autre planète, avec un langage juridique soutenu. Pas les trucs que j'ai vus aujourd'hui là, non, c'était... je suis désolé, je suis navré, c'était trop léger. Ce que j'ai vu aujourd'hui au tribunal était pratiquement déconcertant. Vraiment, je voudrais rendre un hommage particulièrement appuyé à Maître Keya, qui nous a encore apporté la démonstration qu'il y a encore des hommes et qui ont la connaissance, et des hommes qui ont la maîtrise justement des procédures judiciaires. Et Maître Keya aujourd'hui nous a apporté la preuve qu'il a fait de bonnes études. Ce fils justement de Mivoul d'ailleurs qui était candidat et que j'avais d'ailleurs critiqué son attitude, que j'avais qualifié de lâcheté d'ailleurs, puisqu'il était au deuxième tour, il a préféré donner le siège à quelqu'un d'autre. Bon, certainement qu'il voulait poursuivre sa carrière juridique et moi je pense que c'est mieux, il s'en sort mieux ainsi. Il arrive à être un instructeur, un pédagogue, celui-là qui va transmettre un certain nombre de canaux de droit, un certain nombre de droits. Donc vous qui arrivez à porter plainte aux gens n'importe comment, sachez-le que le tribunal a changé. Donc vous qui envoyez les gens de la DGE rattraper les gens, vous faites des petits découpages, des vidéos, machin. Mais la procédure Xavier Ndondo était compliquée. Parce que même lorsque vous découpez une vidéo, pour prendre, retenir seulement ce que vous voulez bien retenir pour accuser quelqu'un, mais la nature même de cette vidéo-là que vous avez coupée, par-ci, par-là, mais au tribunal, c'est une preuve qu'on ne peut même pas prendre en compte. C'est une preuve qu'on ne peut pas prendre en compte. Lorsque vous voulez porter plainte à quelqu'un, mais laissez complètement toute la vidéo. Laissez toute la vidéo, mais vous coupez les petites parties. Ils prennent les parties où j'avais dit que le chef d'État ne va pas s'en sortir, donc on prend la petite partie là. Le chef d'État ne va pas s'en sortir et on va prendre quelques agents véreux de la PJ ou bien de la direction des recherches ou du de autres et on a vite fait d'attraper David Dako. Et ces gens-là sont contents de gaspiller les vies des gens. Voilà, ils avaient le nom. On lui coupe sa belle barbe, on lui coupe ses cheveux. Le pauvre Nganga, on l'a mis un kojak. Mais c'est quand même incroyable. Mais vous ne savez pas pourquoi ce Nganga la porte sa barbe. Samson, et depuis son jeune âge, on l'avait formellement interdit. Et même à sa mère de couper ses cheveux
parce que ses cheveux étaient le symbole justement de sa puissance. Ses cheveux étaient le symbole de son lien d'affinité avec le Dieu grand, fort et puissant dont il exaltait. Et à la moindre coupure de cheveux de Samson, eh bien, il avait perdu pratiquement toute sa force. Donc vous imaginez, celui qui a coupé les cheveux de ces deux Ngangala, mais j'espère qu'il est suffisamment aguerri et qu'il ne va pas subir une frappe chirurgicale de ces deux derniers au sortir de leur incarcération, certainement d'ici le 19. Mais dans tous les cas, je vous dis, il fallait voir notre Nganga national avec son adjoint dans un nouveau style. Mais le Kojak là vraiment non, ce n'était pas eux. Le Kojak là vraiment ne leur donnait pas fier à lui. il faut que les gens réfléchissent. Parce que, et puis ce qui est curieux là-bas en prison, mon frère, c'est que quand tu rentres, on te fait le Kojak, mais une fois à l'intérieur, on refuse de te coiffer. Et c'est pourquoi tu vois quand les gens sortent de prison, ils ont des grosses barbes comme ça qui arrivent même à toucher le sol. Les autres, les cheveux qui arrivent à toucher le ciel. Mais quel est l'intérêt de tout ce qui se fait là? Tout simplement parce qu'on veut humilier les gens, on veut les ridiculiser, machin. Non, il faut que le chef d'État puisse contrôler dignement, puisse tirer les leçons de ce qu'a vécu Hervé Xavier Ndondo. Cette humiliation dont il a été victime, il va falloir également la réparer. Vous savez, le Gabon est un pays de paix. Et même moi qui ai pu condamner Xavier Ndondo, parce que ce qui lui arrive là, j'avais également tout prédit. Après sa sortie, j'ai prédit son arrestation. Bon, j'ai prédit également sa libération, mais là, j'ai prédit également sa restauration. Donc, le chef de l'État, il est le garant des institutions. C'est le père de la nation. Xavier Ndondo, je pense qu'il a eu une correction. Il va rester jusqu'au 19 janvier, donc 1 mois de prison. Pour quelqu'un qui n'a jamais dormi dans une cellule, je vous dis, se retrouver comme ça, au gros bouquet, eh bien, ce n'est pas facile. Il est de même pour un autre compatriote qui a été abandonné là-bas en prison, c'est-à-dire Loonze Yege, qui était candidat à l'élection législative comme moi, du côté de la commune Ntom, où les organisateurs de cette élection avaient fait disparaître ses bulletins de vote. Il a manifesté son mécontentement, il a jeté l'une par terre et puis l'élection ne s'est plus faite ce jour et malheureusement, il a fait l'objet d'une arrestation. Et au lieu de permettre que le pauvre monsieur puisse concourir et que l'administration puisse réparer leur tort, et on a préféré le jeter en prison et il a pris un enfer. Un enfer. Et là où je vous parle, là, il est en prison. C'était le candidat de l'Union nationale. Et sa formation politique n'a même pas pu l'aider, même pas fait des points de presse pour demander sa libération, même pas prendre l'avocat. Et actuellement, il se retrouve comme ça à la prison centrale de Libreville. C'est un membre de la 29e promotion commun de l'école de professeur Kaya Misati, mais lui, il a fait administration économique et financière. Et là, il a une femme, il a des enfants, et ces derniers sont en train de souffrir. Donc, si nous voulons un véritable état de droit, il faut que les gens comprennent que le procureur de la République n'a pas vocation de mettre les gens en prison. Donc, il faut qu'on arrive à arrêter avec cette affaire de mandat de dépôt rapide où le procureur vous êtes directement en prison. Non. Ceux qui envoient les gens en prison, ce sont les juges. Ce sont les juges qui doivent envoyer les gens en prison, pas le procureur. Donc cette tendance récurrente à faire usage abusif des mandats de dépôt, nous devons formellement l'arrêter parce qu'il y a des garanties de représentation qui sont là, c'est dans la Constitution. Et d'ailleurs même les avocats d'Xavier Ndondo ont parlé de ces garanties de représentation pour pouvoir demander une liberté provisoire. Il y a également les juges d'instruction. Lorsque le procureur de la République se saisit d'un dossier comme ça et que le dossier doit être transmis auprès d'un juge d'instruction pour qu'on puisse rechercher les véritables preuves pour asseoir une accusation. Mais lorsque vous sautez toute la procédure, le juge d'instruction n'est même pas au courant de la procédure, il n'a même pas pris connaissance de la procédure et pouf, on arrive directement devant un juge. Bon, c'est une procédure bancale et vraiment c'est triste, c'est dommage, c'est regrettable pour un État comme celui-là que nous voulons, dans une 5e République que j'ai toujours qualifiée de virtuelle. Si c'est ça là le droit, si c'est comme ça qu'on vous appréhendez les mystères de l'État de droit, eh bien, vous êtes mal barré. Vous êtes très mal barré et vous êtes loin du compte. Donc, je sors là du tribunal
Et il y a un jeune compatriote qui m'a mené dans ce bel espace pour prendre des rafraîchissements. Et partout, au sortir du tribunal, j'ai eu pratiquement plus de 20 personnes qui sont venues me congratuler. Il y a d'ailleurs une personne qui m'a donné une somme de 8000 francs avec Bomengom pour prendre des rafraîchissements. Le fait qui m'a le plus ahuri, qui m'a le plus touché, c'est une maman de pratiquement 70 ans qui est venue vers moi, qui me dit: David Berkoma, j'apprécie ce que tu fais. Merci pour toutes les batailles que tu mènes pour les populations, mais également pour la dignité du chef de l'État. Mais je ne parle pas aussi mieux français que toi. À moi de dire à la maman de 70 ans, je dis: non maman, vous savez, vous parlez mieux français que moi. C'est dès lors que nous arrivons à nous comprendre. Elle me dit: non, mais toi tu as ta rhétorique qui n'a rien à voir avec celle d'autres compatriotes. Et à moi de lui dire: oui maman, effectivement, c'est le produit de 10 millions de livres. Donc je suis un autodidacte. C'est pourquoi voilà, nous on se bat à rechercher les papiers pour battre ceux-là qui ont les papiers, qui ont le doctorat numérique. Oh, docteur à droit. Oh, monsieur Séraphin Mdungo, docteur à droit. Non, mais c'est pas croyable. Alexandre Baron-Chamblé, docteur agrégé en économie. Oh, oh là 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 là. Oh non, c'est pas possible. Oh non, non. Oh, il paraît que même, mais quand même, également professeur. Comme Wilfried Okumba Kamitatou, lui encore, il est bien. Lui, il dit clairement qu'il s'est attribué le titre de docteur, professeur d'université, qu'il a pris son diplôme à Château Rouge comme les autres, à 10 000 euros. Ah non, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable, les amis. Donc, je suis toujours ouvert. Hein, il faut dire au collaborateur du chef de l'État que David Berkoma attend le premier qui va relever le défi avec la thématique, mais on ne prépare pas les questions. Voilà. Et le journaliste, et nous-mêmes, et l'interlocuteur, vous donnez le thème, on débat le thème sans que le journaliste ait des questions tout arrangées, parce que les journalistes également gabonais n'ont pas les papiers. Hein? Ils sont nombreux qui n'ont pas les papiers, avec les niveaux de 5e, de 4e, d'autres de 3e, d'autres vont là dans des fausses écoles au Burkina Faso, au Cameroun, là, et faire des faux métiers de journaliste alors que c'est faux. Il n'y a pas. Parce que si tu es journaliste, à une chaîne de télévision comme on appelle la chaîne 1, on appelle ça Gabon Télévision. Gabon Télévision, avec un budget de 60 millions par an. Vous pensez qu'un budget de 60 millions par an, on peut former des journalistes? Ça, c'est des chaînes de télé qu'on doit fermer. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas, ils n'ont pas les papiers, il n'y a rien là-bas. Ah, mais ils sont à la présidence quand même. Non, la présidence, ça c'est Gabon 24, c'est pas, c'est pas chaîne 1. Gabon 24, c'est un autre niveau. Quand bien même là-bas aussi, il y a quelques brebis égarées qui ont pu faufiler par les mailles du filet, mais à Gabon 24, il y a quand même assez d'experts, il y a des professionnels là-bas. Il y a des professionnels là-bas. Mais dans tous les cas, il n'y a rien. C'est un pays où les gens n'ont pas les papiers. Et ceux qui n'ont pas les papiers, ben, c'est eux qui vivent la belle vie, c'est eux qui ont droit au bon vin, c'est eux qui ont droit au beau costume, c'est eux qui ont droit à la belle vie. Et lorsque vous vous rappelez au chef de l'État qui doit être un patriote, qui doit être un nationaliste, qui doit être un communautariste, eh bien on vous dit que vous manquez de respect au chef de l'État alors que c'est la miette. Or nous constatons aujourd'hui que la gestion actuelle du pouvoir c'est fait à géométrie variable. Le chef de l'État a des préférences. Il a les préférences sur son canton du Sokoukoua. Il a les préférences sur la ville de Ngouni. Et le dire, ce n'est pas du tribalisme. C'est une réalité qui est vécue par le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Il a les préférences sur sa famille maternelle. Il a les préférences sur sa famille paternelle. Et nous qui l'avons soutenu depuis le départ, nous sommes là. Eh bien, il n'y a rien. Hein? Nous continuons à s'œuvrer dans les différences. Avec les quartiers qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, qui n'ont pas l'accès à l'éducation, qui n'ont pas l'accès à l'énergie, eh bien c'est la même catastrophe. Alors que bon, lui, ses enfants apprennent dans les établissements privés. D'ailleurs, il a son établissement et qui vient d'être ouvert par son épouse, Anouchka Oligingema. Donc, les enfants de Oligingema n'apprennent pas dans les établissements publics. Et ils ont tout aux frais des contribuables. Ils apprennent dans les établissements les plus hyper. Et demain, c'est la même reproduction sociale. Et pendant ce temps, nos frères et sœurs, ils privilégient la grève, ils ferment tout,
pour créer encore des retards, des dysfonctionnalités. Et vous voulez que nos enfants puissent aller loin. Ils vont aller loin comment? Ils ne peuvent pas aller loin dans ces conditions. Or, nous devons tout faire pour renverser la tendance. Renverser la tendance, c'est que nous devons à davantage faire en sorte que l'école publique puisse se relever, que l'école publique puisse être également au standard. La lutte contre les effectifs pléthoriques, la lutte contre les redoublements, la lutte contre toute forme d'avenir qui desservissent justement les fils de quartiers précaires que nous sommes. Mais vous êtes encore les premiers à tout remettre en cause. Vous faites le jusqu'au boutiste avec une grève sauvage, une grève qui en réalité n'a l'intérêt que l'intérêt de déstabiliser. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Vous pensez qu'un enfant de ministre apprend dans un établissement public? Vous pensez que les enfants de Laurence, non, ils apprennent dans les établissements publics? Ou bien ma soeur Caméléon Toutoum, ou bien Mimoussé et autres. Les enfants apprennent dans le lycée privé, le lycée français et autres. Ils ont de l'argent pour ça. L'État même paye l'école de leurs enfants. Donc nos enfants sont dans les établissements publics, au lieu de les aider à éclore leur journée. Vous bloquez l'école, j'ai gestionné, tout est fermé. Tout est fermé, tout est bancalisé. Il n'y a même pas l'odeur d'un seul enfant dans un établissement. Pire encore, les enseignants, tous, ils ont levé leur corps. Voilà. Ils font du chantage au gouvernement, mais en oubliant qu'ils font du chantage eux-mêmes. Ils font du chantage eux-mêmes. Et vous êtes au bord de la retraite. Votre enfant n'a pas été formé, votre enfant n'a pas le diplôme parce que vous avez passé votre temps à faire la grève. Et vous pensez que cet enfant-là aura accès à quel levier de commande? Il aura accès à quel levier de commande? Vous étiez professeur.